ça nous intimide beaucoup, Claudine et moi. Donc il faudra que vous nous pardonniez toutes les erreurs de lecture. On va certainement en faire beaucoup sous le coup de l'émotion. Pendant 25 minutes. J'espère que c'est pas trop. Ce qu'on vous propose, c'est des extraits des différentes lettres que nous nous sommes écrites et qui constituent la forme de ce livre. Des choses qu'on avait envie de lire et peut-être qui peuvent donner envie d'en lire davantage. Voilà. Donc on lira à tour de rôle en prenant chacun dans sa partie de la correspondance. Et c'est moi qui commence. Le 21 janvier 2014. Claudine, je repensais dans le train à notre projet de livre. Je me le figurais achevé, là, devant nous, édité même, et je nous imaginais recevoir les courriers enthousiastes des amis, et même d'inconnus. Et puis soudain, 100 questions sont arrivées qui m'ont arraché à ma rêverie, et se sont bousculées, chacune voulant sa réponse, et tout de suite. Comment faire un livre à deux? Avec le désir de le faire, oui, mais comment commencer? Comment poursuivre? Comment tenir? Qui le lirait? J'ai été pris de vertige. Y arriverions-nous jamais? L'avenir était décidément trop incertain et difficile, j'ai fait demi-tour. Je me suis souvenu que nous avions longtemps correspondu après notre première rencontre à Bruxelles. Il faudra raconter cette aventure, tu ne crois pas? Et cela m'a donné l'idée de t'écrire à nouveau. Mais oui, pourquoi ne pas commencer ce livre par 3 ou 4 lettres? Ce serait comme un hommage à notre histoire. Le projet de livre à 2 voix que nous poursuivons aujourd'hui s'inscrit dans cette ligne. Pouvoir expérimenter différents modes d'écrire, inédits pour moi, sans trop de crainte, ou même stimulés par le fait de pouvoir élaborer ensuite notre rapport à l'écriture sous le regard tendre et amusé de l'autre. Ce regard tendre et amusé, c'est celui dont j'ai le souvenir que tu l'as porté sur la première scène qui nous a réunis, celle du théâtre poème, tout un poème justement, où nous nous sommes demandé de concert dans quelle galère bruxelloise notre même envie de visibilité et de reconnaissance de nos productions livresques nous avait entraînés. On nous avait promis un ministre qui n'est pas venu, une audience qui s'est révélée moins nombreuse que ceux qui présentaient leurs livres, dans une salle minuscule, aux murs tendus de noir. Nous ne nous doutions pas que 13 années plus tard, nous nous donnerions le défi d'écrire ensemble un livre qu'il nous faudra défendre de concert cette fois-ci, en choisissant mieux nos partenaires de diffusion. Comment en vouloir à ceux de Bruxelles, puisqu'il en est résulté cette rencontre qui sans cela n'aurait jamais eu lieu? J'ai 3 ans, 3 ans et demi. Je vis à Ostende, sur la côte belge, avec ma mère enceinte de mon frère cadet, mais je n'en sais pas encore tant alors. Mon père est officier, appelé en Algérie, et il écrit tous les jours à ma mère. Un petit avion emporte le courrier 2 fois par semaine. Voilà pour le contexte. La scène elle-même se situe dans l'appartement exigu, loué par mon grand-père pour ma mère et moi, au premier étage d'un immeuble en briques, non loin derrière le casino, à l'abri des grands vents d'ouest et du nord. Ma mère est assise à la table et, au jour du beau window, elle lit les lettres de mon père. Je suis debout à quelque distance d'elle, je l'observe, elle est absorbée. Je me dis qu'un jour, moi aussi, j'écrirai des pages qui seront capables de faire oublier à une mère son petit garçon. C'est drôle, tu vois, je réalise en le notant que ce scénario entre en résonance avec l'intuition de ta 2e lettre, que l'écrit me permettrait de rejoindre une position d'enfant. Peut-être celle-ci est-elle au cœur d'une des grandes tensions où se trouve engagée l'écriture, mon écriture, entre fantasmes grandioses de toute puissance séductrice et captivante, et sentiments désolants de complète impuissance à exprimer vraiment par les mots ce qu'on sent, sentiment que je relie à l'incompétence dont je te fais part dans ma 2e lettre. En bon névrosé qui ne désespère pas que ce qui a manqué dans le passé se produise dans le futur, il m'est souvent arrivé de monter dans le métro et de me figurer que j'y verrais, non loin de moi, assise sur une banquette, une femme, de l'âge de ma mère à Ostende par exemple, profondément absorbée dans la lecture d'un de mes livres. Est-il nécessaire de te dire que ce fantasme a fort peu de chances de se réaliser? Je prends rarement le métro, mes livres se vendent trop peu, et de plus en plus de femmes ont remplacé les livres par leur téléphone portable.
Dans ta première lettre, pour décrire quelque chose de la différence entre nos deux écritures, tu évoques ce couple de syntagmes opposés, écriture littéraire, écriture scientifique, que nous avons nous-mêmes souvent utilisé pour décliner en première approximation notre perception de la différence de nos écritures. Oui, tu as écrit des livres publiés sous la rubrique roman, et oui, j'ai écrit des articles et des livres qu'on classe objectivement sous la rubrique littérature scientifique. Tiens, littérature tout de même, même s'il s'agit pour moi de sciences humaines. Or, plus nous réfléchissons à cette catégorisation dichotomisante, moins elle nous paraît pertinente. D'où notre idée d'aller plus avant fouiller la complexité de cette affaire. Quand tu utilises la référence à une tonalité hystérique pour tes propres lettres, je pense au travail de Lucie Rigaray, qui a tenté de caractériser ce qu'elle appelle le discours de l'hystérique et le discours de l'obsessionnel. Cela me donne envie de relire son texte à ce propos. Je résiste à cette envie, je ne suis pas en train d'écrire un article scientifique qui demanderait référence précise et étayage par des citations. En écrivant cela, à la fois me vient l'idée que ce matin je m'impose des frustrations successives, je résiste à ce que j'aimerais faire, et me vient sous la plume la phrase suivante. L'article que mon père n'a jamais écrit. Association inattendue qui s'impose à moi. Pendant que tu fantasmes la possible séduction d'une lectrice mère, je crois bien que pour ma part, j'écris à la place de mon père, envoyé par lui pour me faire entendre dans le monde. J'ai l'habitude de dire que mon père était un scientifique, comme si j'avais l'audace qu'il n'a pas eue, celle de se faire entendre de son propre père pour l'arrêter dans sa folie. C'est certainement aussi que malgré mon admiration pour les grands planificateurs à la Zola, je suis bien davantage un écrivain à processus qu'à programme. Savoir trop précisément où je vais m'ennuie. Et je crois que le plaisir principal que me donne l'écriture, et que j'ai retrouvé assez pareil dans l'analyse, est celui de me découvrir, de découvrir le monde tel que je peux très singulièrement le mettre en mots. C'est dans l'instant de la découverte que se tient ce que tu appelles la jubilation, pas du tout dans la thésaurisation des trouvailles, je ne suis pas un collectionneur, et, le plus souvent, j'oublie presque aussitôt, comme c'était le cas dans l'analyse, ce qui m'est apparu et n'a pour moi de sens que parce que cela me permet de continuer, d'aller plus avant, ou plus arrière, plus loin. Plus justement, je dirais volontiers que c'est la conjugaison de la découverte et de l'amnésie qui me maintient dans l'allant, dans la vie, mais aussi dans cette forme d'intranquillité, pour reprendre son terme à Pessoa, qui tient sans doute à ne savoir ni très bien ce qu'on quitte, ni vraiment ce qu'on va trouver. Est-ce que le fait d'écrire à deux, de nous écrire comme nous le faisons, ne produit pas deux effets contraires? Nous rassurer de n'être pas seuls, dans une fraternité esseulée à la Hansel et Gretel, mais aussi potentialiser les questionnements, les doutes de chacun, par les inquiétudes ou les élans de l'autre. Partir loin, c'est ce que nous avons fait, chacun de nous, avec le sentiment de nous extirper en devenant jeunes adultes d'un environnement que nous percevions comme étriqué, provincial, sans ambition. Nous ne venons pas du même lieu. Toi, tu descends du nord, de l'au-delà de la frontière belge. Moi, je suis montée du sud, de mon Quercy natal, à la capitale, comme on dit. C'est pourtant une expérience qui nous rapproche, du côté de la recherche d'une dimension de l'exceptionnel peut-être, sinon de l'héroïque, opposée à la dimension du médiocre. Tu m'as fait remarquer que j'avais employé cet adjectif, médiocre, dans l'une de mes lettres. Je ne le savais pas, je ne me connaissais pas l'usage de ce mot. Au cours de l'une de nos élaborations, nous avons partagé cette sensation de nous être extirpés de notre milieu d'origine, et sans doute de quel passé douloureux que dont nous nous sommes aussi éloignés. Et nous avons imaginé que notre fuite du théâtre-poème lors de notre première rencontre avait été en quelque sorte pour chacun de nous une réédition de cette première fuite ou de cette sorte de volonté d'émancipation créative qui nous anime depuis longtemps. Les mots, ce que l'on aime, ce que l'on utilise sans le savoir vraiment, ce que l'on cherche pour avoir la sensation d'écrire juste, les mots qui surgissent en nous inopinément en apparence, j'ai assez souvent envie de les noter
D'ailleurs, au cours de cette dernière semaine, j'en ai écrit quelques-uns dans mon nouveau carnet. Je ne sais pas si c'est pour les retenir, toujours par rapport à ce fameux temps qui fuit sans retour, ou cette mémoire que je ressens comme une vraie passoire. Ce sont des mots peu usités en général que j'ai envie de conserver. J'ai noté par exemple étiage et gué. C'est vrai qu'ici en Martinique, les crues des rivières sont fréquentes et les aménagements urbains pas encore suffisants ou assez robustes pour se protéger de ces débordements lors des pluies brusques et intenses. Mais ce sont aussi des mots qui me ramènent à la rivière de mon enfance, la rivière à côté de laquelle mon père disposait d'un champ à cultiver et où, petite, je l'accompagnais souvent, à la fois attirée par le flot quasi immobile autour de la barque, amarrée dans un repli de la rive, et terrifiée par ces eaux noires et inquiétantes. J'ai le souvenir d'avoir emporté l'image d'une rivière tantôt paisible, tranquille, tantôt traîtresse, car il aurait été facile d'y couler à pic en s'approchant trop près du bord. L'été, l'étiage était bas, on ne pouvait pourtant pas la traverser à gué en bas de notre village. Dans ce champ-jardin de mon père, qui jouxtait la rivière, il poussait des petits pois grimpants sur des rames de bois tressées de branchages que lui-même fabriquait, et aussi des asperges douces dans cette terre sablonneuse et pleine d'alluvions des bords de la rivière. J'imagine que c'était pour moi des moments privilégiés où je partageais avec mon père l'apaisement que la nature lui a procuré toute sa vie. Il y a 15 jours, nous avons relu ensemble nos derniers échanges pour en analyser le contenu. T'en souviens-tu? Tiens, ça c'est intéressant, t'avais-je dit. Et dans ma prochaine lettre, je le reprendrai pour te répondre. Tu ne le notes pas, m'avais-tu demandé? Non, en le relisant, cela me reviendra. Et voilà que je relis pour la 3e fois ta lettre sans parvenir à me rappeler ce dont il s'agissait. Seulement que cela se trouvait à la première page, dans le premier paragraphe, je crois même. J'ai la mémoire exacte de l'émotion ressentie à l'instant de cette lecture en ta présence, par la découverte d'une nouvelle strate de ce que tu m'avais écrit, mais je suis incapable de me souvenir de ce qui l'a provoqué. J'en suis réduit à des hypothèses dont aucune ne me semble tenir, ni même pouvoir être formulée de façon tant soit peu convaincante. M'obstiner ne sert à rien, je le sais, pas plus que lorsque je recherche un mot qui, dans une forme de supplice de Tantale, semble s'éloigner chaque fois que je suis sur le point de l'attraper. Et comme tu le vois, ce creux-là, où je pensais trouver du plein pour nourrir cette nouvelle lettre, ne m'empêche cependant pas d'écrire. Je m'interromps un instant, saisi par ces derniers mots, où j'entrevois soudain une formule, une maxime, une devise que j'imagine même, dans un élan d'humour absurde et noir, faire graver sur ma tombe. Ça ne l'empêche pas d'écrire. Oui, il semblerait que presque rien de ce que j'ai vécu, depuis que je sais écrire, ne m'empêche longtemps d'écrire. Sans doute ai-je été préservé de malheurs extrêmes, mais la maxime est à lire par-delà la réalité matérielle, dans son sens de prophétie un peu grandiose ou d'injonction héroïque. Rien ne l'empêchera d'écrire. Ma première association est pour mon père, et pour les lettres d'Algérie dont je t'ai déjà parlé, celles que recevait ma mère à Ostende. La guerre ne l'a pas empêché d'écrire. Non seulement la guerre n'empêche pas d'écrire, mais elle stimule même la correspondance. Et il faudra que je demande à ma mère, qui vient à Paris à la fin de la semaine, si ce n'est pas pendant ces 9 mois en Algérie que mon père lui a le plus écrit. Tous les jours, disait-il. Je l'entends le dire, mais comme je me méfie de ma mémoire, et pour cause, je vais vérifier dans mes archives. Oui, c'est bien cela. Tous les jours. Et 2 fois par semaine, le courrier était emporté, qui parvenait 8 jours plus tard en Belgique. Tous les jours, comme moi. C'est la première fois que cela m'apparaît ainsi. Je suis perdu, Frédéric. 77, Claudine. Ou peut-être, comme tu l'évoques dans ta lettre, je n'accepte pas de me laisser faire par l'écriture, je veux la dompter. Tu avances l'hypothèse que l'espace-temps de la lettre que tu m'écris agirait comme une séance. Il est vrai que ton insight sur ta nécessité d'écrire jour après jour a surgi de cette écriture. Il est très, j'allais écrire, joli ton insight. En effet, je crois que ce qui nous stimule tous les deux ou nous séduit dans la clinique que nous partageons, c'est bien le côté esthétique des trouvailles qui surviennent entre nous
ou de certaines élaborations produites par les participants. Est-ce que cela aurait à voir avec ce que Donald Meltzer développe comme étant le sentiment du beau à partir de l'éblouissement du bébé à la naissance lorsqu'il découvre sa mère? J'ai toujours été très attirée par cette théorisation depuis que je l'ai rencontrée, sans être tout à fait sûre de la comprendre. Le 19 décembre 2014, Claudine. En ce beau dimanche de décembre où le soleil entre profondément dans l'appartement et vient dorer le dos des livres de la bibliothèque, je relis ta dernière lettre pour retrouver le là de nos échanges que j'ai l'impression d'avoir perdu, bien davantage que cet été, lors du long voyage en Inde, comme si celui-ci avait constitué un détour, une échappée qui me ramenait nécessairement à notre projet, alors que ces dernières semaines l'ont comme noyé dans la cacophonie des contraintes. Et ce faisant, je pense au fameux fragment d'Héraclite qui affirme qu'on ne peut se baigner 2 fois dans le même fleuve, et que je paraphraserai volontiers en disant qu'on ne lit jamais 2 fois le même texte, que c'est toujours un texte nouveau qu'on approche, non tant parce que, à l'instar de la rivière, son eau s'écoule et n'est plus la même. Il semblerait en effet que, d'une fois à l'autre, ces mots et ces phrases soient identiques et se succèdent pareillement, mais parce que nous sommes autres et avançons à sa rencontre dans un ordre intérieur différent. Ainsi, aux dernières lignes de ta lettre, celle où tu parles du sentiment esthétique, me suis-je souvenu que j'avais pensé en les lisant, pour la première fois, que nous nous retrouvions en effet, au sortir de certaines séances de notre groupe, avec un sentiment commun qu'il y a une dimension esthétique au travail clinique, au geste clinique, allais-je écrire, et que parfois nous permettons que cela se produise dans notre cadre. Mais ma lecture de tout à l'heure a fait surgir un questionnement neuf autour de la dimension esthétique de notre travail dans ce projet-ci, celui que nous menons ensemble en nous écrivant. À quoi tendons-nous? À du vrai, à du bon, à du juste, à du beau qui serait la somme de ces trois-là, plus je ne sais quoi de spécifique? Y tendons-nous d'ailleurs pareillement? Quelle est ma part là-dedans, moi qui me rends compte que je ne peux faire autrement que projeter sur notre correspondance le plaisir esthétique que je voudrais qu'elle procure, comme je projette sur ces lignes présentes le sentiment esthétique que j'aimerais qu'elle te fasse éprouver quand tu les liras. Notre avion est en train de survoler les Alpes enneigées sous un ciel d'un bleu radieux, et jamais la notion de contreforts alpins étudiée dans nos anciens cours de géographie de l'école primaire n'avait autant pris sens pour moi qu'avec la vision de ces lignes de crête soulignées par une légère neige poudreuse sous la lumière un peu rasante de l'après-midi qui s'avance. Le souvenir de ce temps d'école me fait penser à cette photo en noir et blanc surgie hier par le hasard d'un courrier postal. Elle m'a été envoyée par l'un de mes très anciens condisciples de cette petite école de campagne du Lot où mes parents officiaient comme instituteurs dans les années 50, mes années d'avant le collège. Malheureusement pour moi aujourd'hui, les deux instituteurs ont pris visiblement grand soin de faire figurer sur cette photographie tous leurs élèves, ainsi qu'une petite affiche indiquant en grosse capitale le nom du village, mais eux-mêmes n'y figurent pas. Cela me serre le cœur. J'aurais tellement aimé les apercevoir aujourd'hui sur cette photographie, maintenant qu'ils ne sont plus là. Moi, je me reconnais sur la photo, déjà un peu grande par rapport à la plupart des autres filles de cette école. J'avais presque 10 ans, sans doute, et on était très proche du moment où j'allais quitter pour toujours le village. On m'y voit avec mes langues anglaises, celles que ma mère enroulait soigneusement sur ses doigts pour qu'elles tiennent, et un visage lisse et innocent. Quand je revois les photos de cette époque, il m'est difficile aujourd'hui de discerner sur mon visage si l'impensable avait déjà eu lieu ou se préparait à arriver. Les visages des enfants ont cet aspect lisse de l'innocence, quelles que soient les choses horribles qu'ils sont peut-être en train de vivre. Dans ce rêve que j'ai fait de mon père l'autre nuit, après une première partie où je lui posais des questions sur des domaines qui ne me concernaient que peu, mais dont je savais qu'ils l'intéressaient, comme si je n'avais que cela pour maintenir le lien avec lui, je me retrouvais sur lui, moi torse nu, levé comme un enfant, le visage dans son cou, et je le sentais non seulement un peu à distance, ne partageant pas mon abandon, et je savais, bien que rien ne me permît de le voir, qu'il regardait mon dos parsemé de grains de beauté avec un peu de répugnance qui me blessait. Je m'éveillais sur le sentiment d'un rejet par mon père de mon corps, de tout mon être,
et aussitôt ce sentiment donna lieu à une double association. D'abord, le plaisir que j'ai eu comme père, aux instants où mes fils, jeunes enfants, venaient ainsi dans un complet abandon se blottir sur moi ou contre moi pour lire, se faire raconter une histoire, s'endormir. Puis la fascination, la bouche béance, dont je sais que c'est une reconstruction par un souvenir, ou alors un souvenir d'un souvenir d'un souvenir sans fin, où je me suis trouvé devant, comment l'écrire, les lettres de mon père que lisait ma mère lisant les lettres de mon père, l'absence de mon père à moi et sa présence à ma mère lisant ses lettres, ma propre disparition à ma mère lisant les lettres de mon père, je ne sais. En tout cas, ce mélange étrangement, et dans les associations produites par ce rêve et dans toute cette lettre-ci, me semble-t-il, les problématiques du corps et de l'écriture. Alors que j'écris ces mots, surgit l'image de mes parents descendant du train, gare du Nord, après qu'ils eurent lu je ne sais pas. Dans les 300 pages de ce livre, j'avais mis en mots mon histoire, mes fantasmes, les imagos paternels et maternels. Là, soudain, c'était leur corps que je voyais. Mon père et ma mère en chair et en os, et si grave, bouleversés par ce texte qui ne les ménageait pas et marquait leur visage. Sans doute n'avaient-ils pas eu du tout, en me lisant, le sentiment que mon pouvoir d'écrivain leur avait été transféré et qu'ils pouvaient faire de ce roman ce qu'ils voulaient. Bien au contraire. Et venaient-ils, en me rencontrant, reprendre un peu de ce pouvoir perdu, dire à quelle passivité ils s'étaient sentis réduits et quelle violence ils en avaient éprouvé. Le temps des pervenches encore s'est passé sans que je la poursuive, malgré mon désir de le faire. Maintenant, le temps des ficaires est arrivé dans mon jardin, et je constate que j'en suis toujours au même point. Pour moi, les saisons continuent à se signaler par l'apparition de certaines fleurs. Mais pourquoi la ficaire, cette fleur si commune, avec ses pétales de la texture et de la couleur de ceux des boutons d'or, m'émeut tant? Sans doute elle me rappelle les talus de la petite route goudronnée qui quittait mon village où elle poussait, ce village que j'ai déjà évoqué pour toi, où mes parents étaient instituteurs quand j'étais enfant. Après les dernières maisons sur cette route qui allait vers la ville, on croisait un petit tunnel qui passait sous la voie ferrée, déjà à l'abandon à l'époque, là où se réfugiaient les bohémiens avec leurs roulottes, sans doute un peu à l'abri sous le mur du tunnel. L'image se superpose aujourd'hui à ce tableau de Van Gogh. Je ne suis plus sûre de mes souvenirs. Seules peut-être les odeurs pourraient me ramener les vraies images, et peut-être les fleurs sont chargées de faire ces liens. Sinon, pourquoi s'attacher à la ficaire? Plus tard, quand nous serons à la ville, le dimanche, nous sortirons dans la campagne et mon père me ferait découvrir des fleurs plus sophistiquées, toutes celles dont il faut connaître l'endroit très précis de leur émergence, là où elles jaillissent toujours à la même date chaque année. Je pense aux frétillaires et aux petits narcisses d'Écosse, ces tout petits narcisses très odorants dont il faut avoir repéré la station. Oui, on dit une station, comme pour les papillons, qu'ils chassaient aussi, mais ceci est une autre histoire. Nous nous demandions l'autre jour comment nous avions appris à écrire, et tu parlais d'autodidaxie pour ce qui te concerne. J'étais embarrassé, je m'en souviens, par ce terme auquel une part de moi se refusait, qui protestait. Je n'ai pas appris à écrire, pas plus d'un mètre que tout seul. Je voudrais tenter de soutenir un peu ce paradoxe que c'est faux et vrai à la fois. Certes, j'ai appris, de Faulkner, de Proust, de Montaigne, de Michaud, de Pascal, de Flaubert et de bien d'autres. Mais aussi, avec tout cela, je n'ai fait que vérifier, confirmer que je savais déjà écrire, que je le savais avant de les rencontrer. L'écriture, c'est pour partie cela, la certitude orgueilleuse qu'on sait mettre un peu de monde en mots, en rythme, en forme, quand bien même on s'y casse les dents le plus souvent. Et qu'on s'y brise, qu'on y échoue douloureusement et qu'on y revienne cependant toujours, est une preuve de plus qu'on sait le faire. Savoir d'ailleurs n'est pas pouvoir. Savoir, c'est comprendre le sens que cela a pour soi et ne pas renoncer à vouloir. Savoir, c'est sentir la nécessité. Pouvoir vient de surcroît. Et si je rapporte ces réflexions à notre projet, j'affirmerai volontiers que cette correspondance manifeste que nous pouvons mener un échange épistolaire dans la durée, mais pour ma part, je savais depuis longtemps que nous savions le faire, même si nous ne savions pas comment le faire. Et c'est à cette sapience que je rapporterai le fait
que je n'ai jamais douté que nous irions au bout de ce processus que nous avons mis en train. Et toi? Pour ce dernier voyage, me voici entre Genève et Chambéry. Le train traverse des paysages verdoyants. Nous roulons à petite vitesse le long du lac d'Aix-les-Bains et la terre ne m'a jamais paru aussi plate depuis ce wagon et cette voie ferrée qui longe l'eau d'aussi près. Cette image fait écho au côté étal de la mer du côté d'Ostende que tu évoques dans ton dernier message. La mer du Nord pour toi, un lac de montagne pour moi. La vision de ce lac calme et profond me fait retourner à nos séjours familiaux dans les Alpes de mon enfance, à la poursuite des papillons qui faisaient courir mon père et nous derrière lui, principalement à la chasse de ce Parnassus Apollo que nous recherchions avec constance tous les étés, dont l'envergure et le blanc cassé de ses ailes sur lequel tranchent les ocelles de couleur tantôt rosée, tantôt rouge foncé, selon qu'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle, me sont si familiers. Me voilà d'emblée ramenée en t'écrivant à cette figure de mon père, si douce et si sévère en même temps. J'ai l'impression qu'elle a plané sur mes lettres, ou plutôt qu'elle a montré le bout de son nez tout du long en filigrane. Tu ne crois pas? C'est sûrement pour lui que j'écris, non pas que je t'écris aujourd'hui, mais que l'envie d'écrire me tient depuis si longtemps, peut-être pour sortir de l'ombre son nom, qui est celui de son père, ce nom que j'ai repris en l'accolant à celui de mon mari, dès que j'ai commencé à écrire un peu sérieusement, je veux dire en sachant que mes écrits seraient rendus publics. Sortir ce nom de l'opprobre dans lequel il aurait pu tomber, si j'avais rendu public les agissements transgressifs de son père, ou pour réhabiliter ce nom aux yeux du monde, pour le sortir de la honte qui nous étreignait tous les deux, lorsque nous nous demandions en silence comment lui-même, mon père, avait pu survivre à cette découverte, son propre père, sa propre fille. C'est fini. Difficile exercice. Oui.